Vous savez, on dit souvent que les top 6, c'est des choix très personnels. Le prochain top est encore plus personnel. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour un top 6. Et le sujet que j'ai choisi aujourd'hui est un sujet très personnel parce que oui, souvent les top 6, c'est des choix personnels, c'est jamais des absolus et c'est très subjectif. Et celui-là l'est encore plus. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'an dernier, j'ai fait une résolution ludique. Alors ma résolution ludique de 2020 était de n'avoir aucun jeu non joué dans ma collection. J'en avais 42 à ce moment-là et j'avais réussi ma résolution. La résolution de 2021, j'avais sorti une liste de 42 jeux que je voulais absolument rejouer. Et là, ça fait quelques mois que je vous ai pas tenu au courant de ma liste parce que je pense que ça a été un échec cuisant. J'ai joué à un peu plus de la moitié des jeux que j'avais mis dans la liste, mais il y en a probablement, je pense qu'il m'en reste à peu près 18, et je vais être honnête avec moi-même, je ne pense pas être en mesure de réussir à jouer à tous ces jeux-là d'ici la fin de l'année. Parce que souvent, des fois, c'est très personnel de chacun, mais des fois, ça prend le bon groupe, ça prend la bonne motivation, ça prend le bon élément pour pouvoir réussir à sortir un jeu. Donc, le top que je vous présente aujourd'hui, c'est mon top 6 de mes jeux que j'aimerais vraiment beaucoup rejouer. Et là, ça peut être pour un paquet de facteurs, comme je vous expliquais, que ce soit le manque de motivation de vouloir le sortir, le groupe également, juste un jeu des fois que je me dis toujours, hey, il faudrait que je le sorte et qu'il y a toujours un autre jeu qui vient passer par-dessus. Donc là, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit top amusant, puis en même temps, je veux savoir quels sont vos jeux que vous aimeriez mettre sur la table plus souvent. Donc, dans ma sélection qui a été très arbitraire, on s'entend, c'est très personnel, j'ai quand même pris le temps de faire quelques petites mentions spéciales de jeux qui n'ont pas fait mon top 6. Ça, c'est ma manière de tricher puis de faire des top 10 à tout coup. Donc, dans la liste des jeux qui n'ont pas fait mon top, des jeux que je me dois de rejouer le plus rapidement possible, j'ai sorti le jeu Endeavor. Endeavor est un jeu, j'avais joué une partie. Après ma partie, j'ai vraiment aimé le jeu. Je me suis empressé de l'acheter. Et je n'ai jamais rejoué. Donc, c'est un jeu avec une thématique navale, mais la version de luxe que j'ai est vraiment magnifique. Je trouvais ça intéressant. On avait du placement qu'on allait. C'est un jeu qui était tellement élégant, tellement simple, mais je dois y rejouer. Et je pense qu'il faudrait peut-être que je retombe dans les règles. Peut-être un manque de motivation de ma part de juste repasser en revue le jeu. Je dirais que c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé. Un autre jeu que j'aimerais rejouer bientôt, c'est le jeu Quarriors. Alors, j'ai la version, la Qualtimate Quedition, parce qu'il aime ça mettre des Q partout. Ceci dit, Quarriors est un jeu de dés où on va acheter des cartes, une espèce de concept très intéressant. Mais celui-là, le problème, c'est que ça prend les bons joueurs avec qui jouer. C'est un jeu qui a beaucoup de texte et ça prend des joueurs qui vont être motivés par ce type de jeu-là. Je continue avec le jeu Fallout en mention honorable. Fallout est un jeu que j'aimais beaucoup, mais je le trouvais très imparfait. C'est un jeu qui aurait dû être complètement coopératif. Et malgré le thème, malgré que tout était bon, le jeu était compétitif, ça marchait pas trop bien. J'ai acheté l'extension Atomic Bonds qui transforme l'expérience en expérience complètement coopérative et je n'ai pas encore rejoué au jeu. Donc j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment le goût, il faut vraiment que je me trouve la motivation de repasser un petit coup à travers les règles, de le sortir en solo. Je suis certain que dernièrement, j'ai moins la motivation de sortir des plus gros jeux en solo, mais il faut vraiment que je me remette à ce jeu-là. Et le dernier jeu que je veux vous donner dans mes mentions est le jeu Shadows of Killfort. Alors j'ai Gloom of Killfort, Shadow of Killfort. C'est un jeu de cartes absolument magnifique. La direction artistique est merveilleuse. J'ai joué quelques parties lorsque je l'ai eu et j'ai vraiment aimé ça. Et là, je me suis dit, il faudrait que je le sorte plus souvent. C'est un jeu que je prends pas le temps de sortir assez souvent. Pourtant, bon, la mise en place est impressionnante avec le gros tapis, mais c'est quand même relativement bien fait. C'est un jeu où on va avoir des cartes, on va avoir beaucoup de jets de dés, on va faire une aventure, on va essayer de compléter une quête. Ceci dit, Shadows of Killfort, un jeu que je devrais vraiment ressortir sur ma table. Mais ça, c'était juste les mentions honorables, parce qu'on se prépare pour mon top 6 de mes jeux que j'aimerais vraiment rejouer. Numéro 6. Le numéro 6 a été une espèce de feu brûlant quand je l'ai reçu. J'ai joué presque une trentaine de parties, je suis parti en grand, mais c'est le jeu Gloomhaven. Alors Gloomhaven, lorsque je l'ai eu, j'ai vraiment eu un gros buzz, un excellent jeu, un de mes jeux favoris à ce moment-là, et j'ai vraiment eu la piqûre. J'avais un ami avec qui je jouais, et là, on s'enlignait les parties une après l'autre, on faisait monter notre histoire, mais à un certain moment donné, ça a comme moins donné que je joue avec cet ami-là, et là, bon, avec la COVID, avec tout ce qui s'est passé, je suis tombé complètement à plat pour Gloomhaven. Le
problème, c'est que j'ai pas nécessairement envie de le sortir en solo. C'est un jeu qui est très lourd, qui, malgré le fait que quand on est dedans, dans les règles, ça va très bien, mais quand on veut retomber dedans, c'est plutôt difficile. Donc, j'ai une campagne très bien entamée de Gloomhaven, mais elle a été bloquée parce que là, ça me prendrait à un moment donné un autre partner de jeu qui va embarquer dans ma partie pour essayer de réussir à relancer ça un peu. Je pensais que Gloomhaven allait retrouver un petit buzz avec Jaws of the Lion, qui pourrait également se retrouver dans cette même liste-là parce que j'ai fait les premiers scénarios d'introduction et après ça, j'ai arrêté de jouer. Donc, encore une fois, c'est toujours personnel. Hein? C'est toujours, ben oui, Sylvain, tu as juste à y jouer. Ben oui, je le sais, mais que voulez-vous? Il y a tellement de jeux et des fois, ça prend la bonne motivation pour pouvoir sortir un jeu. Donc, c'est la raison pour laquelle Gloomhaven fait mon top en numéro 6. C'est parce que j'ai vraiment pas la motivation de ressortir tout ça. Numéro 5. En 5e place, on retrouve également un jeu qui a une mise en place un peu déplaisante. C'est le jeu Aeon's End. Alors, je vais même rajouter la version Aeon's End Legacy parce que j'ai commencé le mode Legacy avec mon ami Jeff et rendu à la moitié, on est comme bifurqué vers d'autres choses et il faudrait y retourner parce que j'avais vraiment adoré cette version-là. Et là, Aeon's End est un jeu que j'adore, c'est un deck builder coopératif où on va devoir affronter un monstre et le jeu offre tellement de permutations possibles. J'ai également plusieurs boîtes du jeu, j'ai 3 boîtes de base, une tonne d'extensions, j'ai backé sur Kickstarter, j'ai le tapis et là je me suis amusé à collectionner à peu près tout ce qu'il y avait de Aeon's End jusqu'à un certain point où je me suis rendu compte, hey, je collectionne tout ce qu'il y a du jeu mais j'y joue pas plus. Et là, plus j'ai de stock, et plus ça devient comme un peu intimidant à ressortir. Ah oui, c'est vrai, il faut que je me fasse des setups, des choses comme ça. Et là, il y a tellement de choses que c'est comme, OK, c'est beaucoup. J'ai hâte de le sortir. C'est un jeu qui fait partie de mon top 20. C'est un jeu que j'aime beaucoup, mais c'est un jeu que ça fait très longtemps que j'ai pas joué, justement parce que la mise en place est probablement rendue un peu plus intimidante avec la quantité d'extensions que j'ai. Et là, j'ai arrêté d'acheter des extensions. Je me suis dit, hey, là, Sylvain, il faut que tu arrêtes d'acheter des extensions juste pour en avoir. Pourquoi pas jouer avec qu'est-ce qu'il y a parce que j'ai pas testé le corps des monstres qu'il y a, des Némésis. Il y a tellement de variétés possibles aussi dans ce jeu-là. C'est un jeu qui offre tellement de possibilités, mais que ça me prend juste la motivation de réussir à leur sortir et de faire le setup initial et de me dire, bon, parfait, je retombe dedans. Donc, encore une fois, comme Gloomhaven un peu, il est dans cette position-là parce que, justement, la mise en place est un peu intimidante et je pense qu'il faut vraiment que je m'y remette parce que Aeon's End est un excellent jeu. Numéro 4. En 4e place, on retrouve le jeu le plus obscur de cette liste-là. Le jeu, c'est Versus Two-Player Card Game Marvel Battles. C'est quoi ce titre-là? Ben en fait, le concept de Versus Two-Player Card Game est un concept de jeu un peu à la Magic the Gathering. En voulant dire que on va avoir un personnage, on va créer notre deck, on va affronter un autre joueur qui va créer son deck et on va s'affronter. On va jouer des cartes qui vont nous donner des ressources, on va jouer des sorts, des habilités, des choses comme ça, des personnages. Mais ce qui me plaît beaucoup de ce jeu-là, c'est que c'est le thème. Et oui, que voulez-vous? Marvel. Et là, c'est une version, c'est comme un Magic version Marvel. Et là, on peut se faire un deck de X-Men, un deck de X-Men avec des vilains, un deck de Gardiens de la Galaxie, un deck d'Avengers. On peut mélanger des decks, faire des decks thématiques, des choses comme ça. Je me suis amusé à créer plein de decks. Mais le problème, pour ce jeu-là, c'est que j'ai personne d'aussi motivé que moi pour vouloir y jouer. Et encore une fois, c'est peut-être un peu de ma faute. Je devrais peut-être à un moment donné le prendre et le mettre sur la table et dire « Hey, est-ce que ça tente de jouer à ce jeu-là? Je vais te le montrer. » Ça donne pas. J'ai pas réussi à trouver le bon joueur. Et c'est un jeu qui demande à avoir des joueurs qui vont être justement aussi motivés. Donc, oui, c'est certain, j'ai créé des decks. Je demanderai jamais à un autre joueur « Ah, va créer ton deck, pas de problème. » J'ai déjà des decks préconstruits que je m'étais fait pour m'amuser un peu. J'ai fabriqué des petits decks thématiques. Bon, un deck d'X-Men, un deck d'Avengers, justement. Et je suis prêt. C'est juste que ça me prend un joueur qui va être aussi motivé que moi à vouloir tomber dans ce jeu-là parce que, on se le cachera pas, c'est pas un jeu que je qualifierais d'exceptionnel. C'est pas un jeu qui a des qualités ludiques comme, mettons, Marvel Champions. Marvel Champions est un jeu que j'adore, que je vais jouer souvent en solo. C'est un jeu également qu'on peut jouer coopératif. Mais Marvel Champions est vraiment un bon système de jeu. Tandis que Marvel Battles, the Two-Player Card Game, c'est pas un système qui est super intuitif, beaucoup de petites questions de règles, beaucoup de petits de questionnements de timing, des choses comme ça, mais pourtant ça m'empêche pas de vouloir y jouer. C'est un jeu que j'avais vraiment aimé les parties que j'ai jouées et c'est un jeu que j'ai vraiment envie de ressortir sur la table. Donc c'est le jeu Marvel Battles. Numéro 3. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de jeux de campagne et des choses comme ça. Eh bien, mon numéro 3 est un jeu qui offre une espèce de concept de campagne, mais très euro. C'est le jeu Glenmore 2. Et là, Glenmore est un jeu, encore une fois, que j'ai joué une partie. Après ma partie, j'ai fait « Wow, je vais vraiment acheter ce jeu-là ».
Je l'ai acheté usagé parce que j'étais beaucoup trop large pour coller tous les collants et j'ai pas vraiment de dextérité pour faire ces petits collants-là. Ceci dit, j'ai acheté ma copie de Glenmore et je n'ai pas rejoué. Je pense qu'il faudrait que je rejette un petit coup d'œil des règles. Ça, c'est pas trop un problème. C'est un jeu qui est relativement intuitif, que j'avais adoré ma partie. Donc, lorsque j'ai joué, j'ai vraiment fait « Hey, wow! Ça va être vraiment un jeu qui va faire mon top. » Et savez-vous quoi? J'ai tellement le goût de le ressortir. Et je pense qu'en faisant cette vidéo-là, ça me donne encore plus le goût de vouloir y rejouer parce que Glenmore est un jeu qui nous offre des chroniques. Donc, c'est pas un jeu de campagne, mais on va avoir des chroniques qu'on va pouvoir faire et qui vont rajouter des éléments, qui vont changer des éléments de scoring, qui vont rajouter du matériel, des choses comme ça. Le jeu a, je pense, 7 chroniques à l'intérieur de la boîte, 6 ou 7. Et je sais qu'il y a également des chroniques supplémentaires qui vont arriver, bon, avec un mode solo. Et là, le mode solo risque de m'intéresser, tellement que ça va être le petit coup de motivation que ça va me prendre pour pouvoir le ressortir. Parce que Glenmore est un jeu euro qui utilise un concept que j'adore, c'est le temps. Parce que lorsqu'on va prendre une action, on va pouvoir se déplacer et c'est toujours le joueur qui est en arrière qui va agir. Donc, un peu comme Patchwork, on va devoir gérer le temps de nos actions et on va pouvoir essayer peut-être d'aller chercher une tuile plus loin. Sauf que le problème, c'est que si on va trop loin, l'autre joueur va pouvoir jouer plusieurs fois en arrière de nous. Le jeu vient avec des éléments de majorité, des éléments de gestion de ressources, de déplacement. Le jeu a vraiment tout pour me plaire. C'est juste que j'ai pas rejoué depuis un bon bout de temps. Et là, j'ai vraiment envie de le faire. Numéro 2. Vous savez, il y a de ces jeux qui sont pas nécessairement la quantité de parties qu'on va faire, mais la qualité. Et c'est un jeu qui prend beaucoup de temps à sortir, qui peut être très intimidant. C'est le jeu Clash of Cultures. Et là, Clash of Cultures est très récent dans ma tête parce que je viens de faire l'acquisition de la nouvelle édition, l'édition absolument géniale qui vient de sortir, le Monumental Edition, une espèce de grosse boîte qui inclut les extensions. Et là, c'est drôle parce que j'avais la vieille version avec toutes les extensions, les promos qu'il y avait, et c'est un jeu que je sortais une fois de temps en temps, très rarement, parce que Clash of Cultures est un jeu de civilisation. Et c'est probablement le jeu qui mimique le plus la série de jeux vidéo Sid Meier's Civilization, et même plus que le jeu de société Sid Meier's Civilization. Donc, Clash of Cultures est un jeu où on va placer des unités, on va construire notre empire, on va avoir un arbre de technologie qui va être absolument fantastique à gérer. Et là, la nouvelle version vient revamper un peu le système. Ils ont changé un peu les règles, ajouté des petites choses, ils ont rajouté des monuments, il y a des petites miniatures de monuments, mais le jeu a eu une espèce de version 1.5. Donc, c'est certain que si vous avez la totale de Clash of Cultures, je ne vais pas vous dire d'aller vous chercher l'édition monumentale, absolument, mais le problème, c'est que, bon, les extensions sont difficiles à trouver et si c'est un jeu, un concept qui peut vous intéresser, si jamais, oui, je sais, bon, le coût d'achat de la version monumentale est monumental, hein, c'est le cas de le dire, mais Clash of Cultures est tellement une expérience unique. Le hic, c'est qu'à 2 joueurs, le jeu perd beaucoup de saveur. Parce qu'à 4 joueurs, on peut faire des échanges, on peut également faire des alliances avec les autres joueurs, des choses comme ça. Et le jeu vient vraiment prendre une saveur très intéressante. Mais la durée du jeu est un peu longue. On se le cachera pas. C'est un jeu qui va probablement durer aux alentours de 3-4 heures à 4 joueurs. Ceci dit, 3-4 heures, pour certains, ça peut être beaucoup. Mais lorsqu'on a un jeu qui est enivrant, qui est incroyablement immersif, le temps, c'est vraiment secondaire. Donc, c'est certain que c'est pas le genre de jeu qu'on va sortir le soir de semaine, mais c'est une expérience de jeu qui est vraiment géniale. Comme j'expliquais à 2 joueurs, le problème, c'est que souvent, à 2 joueurs, le jeu va être très intéressant, on va construire notre civilisation, mais lorsque un des 2 joueurs décide de pas avoir de présence militaire, l'autre joueur va se faire une espèce de grosse présence militaire, et si l'autre joueur va pas, justement, rehausser pour créer une espèce de barrière, ben, c'est assuré on va avoir le goût de le vaincre de manière militaire parce que, bon, oui, on peut utiliser la culture, il y a plein de choses, l'économie, des choses comme ça, mais à 2 joueurs, c'est vraiment une prise de tête en disant lequel des deux va faire une grosse armée avant l'autre et va finir par lui foncer dedans. Et même si on veut dire, ah, ben, on va jouer un peu plus tranquille, à un moment donné, le jeu stagne du fait qu'il faut absolument faire ça. Donc, Clash of Cultures est le meilleur jeu de civilisation que je connais et auquel j'ai joué. Encore une fois, je sais, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais Advanced Civilization dure 8 heures. » Moi, j'ai pas l'attention. Écoute, j'ai de la misère à sortir un jeu qui va durer 3-4 heures. J'imagine même pas un jeu qui dure 8 heures. Donc, Clash of Cultures, et si j'ai vraiment le goût de sortir, la prochaine fois que je vais pouvoir jouer à un jeu épique, c'est certain que je me fais une partie de Clash of Cultures. J'ai tellement hâte de rejouer à ce jeu-là. Et j'ai même acquis la nouvelle grosse boîte, nouvelle édition, juste pour me motiver à vouloir le jouer encore plus. Numéro 1. En première position, c'est le jeu Adventure Tactics Domian's Tower. Alors, Adventure Tactics est un jeu
qui reprend beaucoup d'éléments de Final Fantasy Tactics. Et là, je m'explique, c'est un jeu, oui, avec, bon, je dirais des figurines, mais ce qui est drôle, c'est que le jeu de base vient avec des figurines puis des standees aussi. Et les petits standees en carton, je trouve qu'ils sont tellement beaux et j'aime mieux jouer avec ça qu'avec les miniatures. Donc, j'ai pas acheté la totale de miniatures. C'est un jeu que je suis très à l'aise à jouer avec les standees et je trouve que le jeu se joue très bien comme ça. Donc, dans Adventure Tactique, oui, on a une espèce d'élément de jeu tactique, mais contrairement à beaucoup de jeux, on n'aura pas beaucoup de décors, beaucoup de scie à mettre. C'est vraiment assez simple. On place tout le plateau, on place les ennemis, quelques petits éléments comme ça, mais c'est un jeu qui ne demande pas une grosse mise en place. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est comme je vous parlais de la référence de Final Fantasy Tactics, c'est un jeu où on va faire la campagne et notre personnage va monter de niveau. Mais encore plus fun que de monter de niveau, on va pouvoir choisir se spécialiser dans différentes classes. Donc, si jamais mon personnage est un guerrier, je vais monter de niveau, je peux choisir de devenir un guerrier niveau 2, mais je peux choisir aussi de devenir un magicien niveau 1. Donc là, je vais être un guerrier niveau 1, magicien niveau 1. Et là, la prochaine fois que je vais monter de niveau, ça se pourrait que je réussisse à atteindre un certain seuil où je peux prendre une classe spécialisée. Donc, exemple, je pourrais devenir exemple, si jamais je décide d'être justement un guerrier et un magicien de certains niveaux, eh bien, je vais pouvoir les combiner pour pouvoir devenir un sorcier guerrier. En tout cas, peu importe les petits noms, j'oublie les noms parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Donc, on a des classes spécialisées qui vont demander d'avoir un certain seuil de niveau. Et là, on va pouvoir monter ces différentes classes-là. Donc, de devenir justement un archer, après ça, un roublard, de devenir un ranger. Et là, après ça, on peut tomber dans différentes catégories. Bon, c'est certain, on n'a pas 10 millions de classes à chercher à travers ça, mais le jeu nous permet de pouvoir monter les classes, essayer les différentes permutations de personnages. Et là, chaque fois qu'on va monter de classe, on va gagner différentes cartes qu'on va placer dans notre deck. Et là, on a une espèce de petit concept de deck building où qu'on va construire notre deck, en fait, entre les missions pour pouvoir avoir différents éléments. Et le jeu se joue tellement bien, c'est tellement facile à jouer. On a des cartes, on va jouer nos cases d'action. C'est un jeu qui est très simple. J'ai pu jouer avec ma fille de 9 ans. Elle avait beaucoup aimé ça. D'ailleurs, j'ai commencé la campagne avec elle, mais avec les enfants, bon, c'est certain que j'ai moins l'occasion de jouer juste avec elle. Et mon garçon, à 6 ans, à 7 ans maintenant, il est peut-être encore un petit peu petit. Bon, certain, le jeu est en anglais, mais je dirais que c'est pas un jeu qui est énormément compliqué, mais c'est un jeu qui demande de l'investissement de temps. Donc, il faut être motivé d'essayer d'y jouer. Le jeu est vraiment, vraiment fantastique. J'ai kickstarté l'extension même. J'ai trouvé que le jeu avait tellement à nous offrir. C'est un jeu qui nous offre tellement de belles expériences. J'avais commencé une campagne avec elle. J'ai commencé une campagne avec un autre ami. J'avais commencé une campagne en solo. Là, comme vous voyez, là, je me suis étendu un peu, j'ai joué quelques parties, mais là, on dirait que là, je bug un peu, il faudrait que je me concentre sur une des campagnes et que je continue avec ça, parce que l'élément de montée de niveau, l'élément, le petit côté final, justement, les job systems, c'est pratiquement ça. J'ai vraiment trouvé ça super, et c'est, contrairement à beaucoup de jeux, et même contrairement à Gloomhaven, je le comparais même à une espèce de Gloomhaven très light. Et là, non, ça n'a pas les capacités ludiques de Gloomhaven, je veux pas prétendre ça, mais j'ai trouvé que le jeu avait une espèce de petit côté d'aventure, de côté d'investissement dans notre personnage, où notre personnage, on va s'attacher à lui, on va essayer de le faire évoluer. Et même l'avantage de Adventure Tactics, c'est que quand on est terminé, c'est pas un jeu qui dit « Ah ben là, je l'ai fini, je ne rejouerai plus ». Le jeu nous offre des petits embranchements pour faire des quêtes différentes. Encore une fois, c'est pas une espèce de gros jeu absolument épique, mais c'est un jeu qu'un coup on est terminé, on a quand même envie de retourner puis de recommencer. Hey, je vais essayer avec un nouveau personnage, je vais essayer telle chose. Et je trouve que le jeu se joue très très bien, même à jouer en solo avec plusieurs mains, avec plusieurs personnages. On peut jouer avec 3 personnages et je trouve que c'est même très facile à prendre en main. Le matériel est un petit peu ordinaire. Il y avait des plateaux de jeu qui étaient un peu warpés, là, un peu tordus. Personnellement, même les plateaux de jeu n'étaient même pas nécessaires. Certains que bon, c'est un petit ajout intéressant, mais je sais qu'ils ont fait des plateaux arrangés. Il y a eu des plateaux en néoprène, des choses comme ça dans la version mise à jour. Mais c'est vraiment pas ça qui devrait vous empêcher d'apprécier le jeu, parce que le jeu est vraiment un bon petit jeu. Et c'est un jeu accessible, oui. C'est certain que ça prend un joueur qui va peut-être connaître un peu plus les règles, mais c'est un jeu qui est amusant et qui prime sur l'espèce de plaisir de jouer. Donc, Adventure Tactics est vraiment un jeu super. Je l'ai dans ma collection. J'ai vraiment le goût d'y rejouer. Je pense que je vais me concentrer. Je vais peut-être essayer peut-être d'essayer d'intégrer mon garçon avec un peu d'aide, peut-être. Peut-être bien que ça va l'intéresser, parce que à la base, c'est quand même pas très compliqué. Les cartes, un coup, on les comprend. Et étant donné que c'est un jeu coopératif, on peut s'aider, on peut jouer un peu à jeu ouvert pour essayer de bien s'aider comme ça.
ça. Donc, vraiment un jeu avec un beau visuel, une espèce de petit visuel un peu plus cartoonish, mais ne vous méprenez pas, c'est pas un jeu pour enfants, c'est un jeu qui est très intéressant, qui est jouable en famille, mais que je pourrais très bien sortir avec des gamers sans aucun problème. Et je pense que même ils vont plus apprécier. Je pense que si jamais les gens sont comme moi et ils ont eu beaucoup de plaisir avec les Final Fantasy et les choses comme ça, je pense que c'est un jeu qui va vraiment donner un petit cachet très intéressant. Et c'est pour ça que c'est le numéro 1 des jeux que j'ai vraiment envie de rejouer. Donc, ça fait le tour de cette liste très subjective des jeux que j'ai envie de rejouer de ma collection. Mais je veux savoir, vous, est-ce qu'il y a des jeux dans cette liste-là qui vous intéressent, que vous aimeriez en savoir plus ou que vous avez essayé? Donc, quelles sont vos impressions? Et je veux également savoir quels sont les jeux que vous voulez ressortir sur la table, que ce soit la mise en place, les gens autour de la table, le fait que personne d'autre que vous aime ce jeu-là, le fait qu'il n'y a pas de mode solo, le fait... Peu importe c'est quoi la raison, je veux la savoir dans les commentaires. C'est toujours le fun parce que malgré le fait que cette liste-là soit très personnelle, c'est également une belle occasion de pouvoir entamer le dialogue, de pouvoir discuter et de pouvoir voir quels sont vos petits bijoux que vous aimeriez vraiment ressortir sur la table. Et qui sait, peut-être que ça va motiver d'autres personnes à vouloir y jouer à un moment donné. Donc c'est Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!